Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux rémunérations alternatives. Vous êtes nombreux derrière l'écran, merci de l'intérêt que vous portez à ces matières et de nous rejoindre aujourd'hui. Après mon introduction, je laisserai la parole à ma collègue Barbara Steins. Je suis Luc Lamy, associé dans le Tax and Legal, département Global Mobility. Au programme de notre webinaire, nous avons pas mal de points à couvrir. J'épinglerai les avantages de toute nature forfaitaires, les rémunérations sous forme de droits d'auteur et le plan cafétéria. Pourquoi réfléchir à une alternative aux rémunérations? Quand on regarde les taux de cotisation, ils sont relativement élevés, mais ce n'est rien comparativement aux taux progressifs que nous connaissons sur les revenus professionnels. À partir d'un taux, à partir d'un revenu imposable annuel de plus ou moins 50 000 euros, nous atteignons le taux marginal de 50%. Tout complément qu'un employeur verse à un salarié, ici en l'occurrence, on a pris un exemple de 500 euros, ça coûte 625 euros à l'entreprise et l'employé reçoit 202 euros, soit un rapport coût net de 32%. Donc, tout l'intérêt de réfléchir effectivement à des rémunérations alternatives. Barbara, je te cède la parole. Merci Luc. Bonjour à tous. Donc, le premier point de rémunération alternative que l'on va présenter aujourd'hui, ce sont les avantages de toute nature. Donc, qu'est-ce qu'un avantage de toute nature? C'est un avantage qu'un employeur ou une entreprise accorde à un membre de son personnel ou à un de ses dirigeants. On retrouve par exemple voiture de société, la mise à disposition d'un immeuble ou encore la mise à disposition d'un smartphone ou d'un ordinateur portable. Alors, le code fiscal nous prévoit que les avantages de toute nature, donc obtenus autrement qu'en espèces, sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire, mais le code fiscal prévoit également une évaluation forfaitaire de certains avantages. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on va se rendre compte que pour beaucoup d'avantages de toute nature, l'évaluation forfaitaire qui est prévue par le code fiscal est inférieure à la valeur réelle qu'il pourrait avoir dans le chef du bénéficiaire. Et c'est là où on va pouvoir réaliser une certaine optimisation. Donc, le premier type d'avantages de toute nature, ce sont les ordinateurs et smartphones. Donc, si on se trouve dans le cas où un smartphone avec abonnement téléphonique et Internet est mis à disposition d'un travailleur, on va avoir un avantage de toute nature qui va être comptabilisé mensuellement dans le payroll, équivalent à 12 euros, qui correspond à 3 euros pour le téléphone, 4 euros pour l'abonnement de téléphone et 5 euros pour la connexion Internet. On a 12 euros qui vont être reportés dans le payroll mensuel de l'employé et sur lequel l'employé va payer des cotisations sociales et du précompte professionnel. Donc, si on a un précompte professionnel de 50%, ça veut dire que sur ces 12 euros, la mise à disposition du smartphone avec abonnement coûte à l'employé entre 6 et 7 euros par mois. Donc, il est bien évident que pour ce prix-là, l'employé ne pourrait jamais se procurer à titre privé un téléphone avec abonnement Internet et téléphone. Sur ce montant, sur les montants qui sont payés dans le cadre des abonnements de téléphone, l'employeur va payer des cotisations sociales. Donc, on a vu que c'était entre 25 et 28%, et l'employeur pourra déduire les coûts liés à ces smartphones. Deuxième avantage de toute nature, et non des moindres, c'est la voiture de société. Même si on verra plus tard, des initiatives maintenant existent pour prendre la place de la voiture de société reste bien présente dans les sociétés belges. Et là encore, on va avoir un avantage forfaitaire qui va être vraiment reporté dans le payroll de l'employé et qui va donc être déterminé sur base de différents éléments. Donc, on va être déterminé sur base du type de carburant, de la valeur catalogue du véhicule, de l'émission de CO2 du véhicule par kilomètre et de la date de mise en circulation de celui-ci. Sur cet avantage de toute nature, l'employé ne va pas payer de cotisation sociale et il va payer un précompte professionnel qui est estimé à 50% du montant de l'avantage de toute nature, sachant que les 500 premiers euros de l'avantage de toute nature sont exonérés sur base annuelle. Donc, si on prend par exemple
un avantage de toute nature de 3 000 € par an. Avec les 500 € qui sont exonérés, on va arriver à une base imposable de 2 500 € sur laquelle l'employé va payer 1 250 € d'impôt. Donc, c'est ce que le véhicule, avec tous les avantages qui vont à côté, va lui coûter, notamment l'intervention pour le carburant ou encore pour le coût des recharges électriques. Au niveau de l'employeur ne paye pas de cotisation sociale à proprement parler sur les avantages de toute nature pour les voitures de société. Il va payer une contribution CO2 qui dépend de l'émission de CO2 de la voiture. Et selon le type de véhicule, l'employeur va pouvoir ou non déduire les coûts des véhicules de société, sachant qu'on va de plus en plus vers une déductibilité uniquement possible pour les véhicules électriques. Le troisième type d'avantage de toute nature que l'on a voulu présenter, c'est le vélo de société. Quand une entreprise met à disposition de ses travailleurs un vélo, il n'y a pas d'avantage de toute nature à reporter dans le payroll. Il faut mentionner l'avantage sur la fiche annuelle de 181.10, mais pas comme un revenu taxable. Ce qui est intéressant, en plus de cet avantage de toute nature qui n'en est finalement pas un, c'est le fait que l'employeur va pouvoir payer une indemnité par kilomètre de 36 centimes pour les trajets domicile-lieu de travail effectués avec le vélo de société. Et ici aussi, pour cette indemnité, l'employé ne va payer ni cotisation sociale ni précompte. Donc voilà, c'est un avantage complètement net. Au niveau de l'employeur ne va pas payer de cotisation sociale, il va pouvoir déduire à 100% tous les coûts qui sont liés au véhicule de société, au vélo de société. Pardon. Voilà, maintenant je recède la parole à Luc. Ah non, je continue encore, excusez-moi. Pour l'assurance groupe et hospitalisation. Donc, l'assurance hospitalisation est catégorisée en fait comme un avantage social, c'est-à-dire un avantage qui n'est pas imposable dans le chef des travailleurs. Donc, ça veut dire que quand l'employeur conclut une assurance hospitalisation pour ses travailleurs, les montants que l'employeur va payer dans les assurances hospitalisation ne sont pas du revenu imposable ni soumis à l'ONSS pour les employés. Et donc, l'assurance hospitalisation couvre en principe tous les frais liés aux hospitalisations. Parfois, on peut étendre ces assurances à des frais ambulatoires. On va aussi également pouvoir étendre l'assurance hospitalisation aux soins avant et après l'hospitalisation. Et donc, l'assurance hospitalisation, c'est un avantage collectif. Donc, il s'applique à tous les travailleurs ou un groupe de travailleurs clairement défini. L'employeur ne va pas payer de cotisation sociale non plus sur les montants qu'il va payer pour constituer une assurance hospitalisation. Par contre, l'employeur ne va pas pouvoir déduire les cotisations payées au titre qui sont payées dans l'assurance hospitalisation. Ça, c'est pour un premier type d'assurance. Deuxième type d'assurance que l'on rencontre effectivement et qui possède un traitement fiscal intéressant, c'est l'assurance groupe qui permet de bénéficier d'un revenu complémentaire au moment du passage à la retraite. Donc, au niveau des employés, les employés ne vont ni payer cotisation sociale ni précompte professionnel sur les montants que l'employeur va cotiser dans le plan assurance groupe. Si l'employé paye une contribution personnelle pour l'assurance groupe, il va bénéficier d'une réduction fiscale équivalente à 30% du montant qu'il paye. Donc, cette réduction fiscale est calculée directement dans le payroll via une réduction de précompte professionnelle. L'employeur, de son côté, va payer une cotisation patronale spéciale de 8,86% en ce qui concerne donc sur toutes les contributions qui sont payées dans l'assurance groupe et une taxe additionnelle équivalente à 4,4% des montants payés. Les montants qui sont versés dans l'assurance groupe par l'employeur sont déductibles à condition de respecter la règle des 80%. Donc, une fois que le travailleur arrive à l'âge de la retraite, il va bénéficier donc d'un capital qui aura été constitué via les versements dans l'assurance groupe. Et à ce moment-là, le travailleur va pouvoir bénéficier d'un taux d'impôt avantageux qui est en général de 16,5%, auquel il faut ajouter les centimes additionnels
Et l'employé va également payer une cotisation sociale spéciale de 3,55%. Selon l'âge du bénéficiaire au moment où il touche le capital, le taux d'impôt peut être réduit à 10% ou être de 20% maximum. Donc, c'est un avantage qui présente certainement un rendement brut net élevé, aux environs de 70%, mais évidemment, c'est un avantage différé. Donc, le travailleur ne pourra bénéficier du capital qui est constitué qu'au moment où il prend sa retraite. On voit parfois des plans qui permettent d'opérer une avance sur le capital assurance groupe qui est constitué, et l'avance doit être utilisée pour financer un projet immobilier dans l'espace économique européen. Et alors là, il est possible de déjà sortir des montants du plan d'assurance groupe avant la retraite, donc de manière anticipée. Voilà, maintenant, c'est à lui. Très bien, merci Barbara. Lorsqu'un travailleur expose des dépenses au nom et pour le compte de son employeur, on parle communément de frais propres à l'employeur. On retrouve très souvent cet élément dans les packages salariaux des entreprises en Belgique. Ce remboursement de frais n'est pas considéré comme du salaire. Cela vaut autant pour les salariés que pour les dirigeants d'entreprise. À titre d'exemple, on peut mentionner l'utilisation d'un bureau à domicile, un abonnement Internet, des frais de représentation et des dépenses qui sont liées au véhicule. On peut couvrir des frais de parking, des frais de car wash ou des frais de garage. Il est important et il est même essentiel d'avoir une structure claire et une justification solide. Il existe une présomption légale de non-taxation si l'employeur peut démontrer que l'indemnité en remboursement de frais est destinée à couvrir des frais qui lui sont propres et si cette indemnité est affectée à couvrir et consacrée à ces frais. Sur base d'une jurisprudence constante, on peut soutenir que la carence de l'employeur à fournir la preuve que les indemnités ont été allouées en remboursement des dépenses qui lui sont propres n'a pas pour conséquence de renverser la présomption légale de non-taxation. En d'autres mots, c'est à l'administration qu'il incombe, le cas échéant, de renverser la présomption et de considérer que le remboursement est, le cas échéant, une rémunération déguisée. Petit problème technique, on ne peut pas passer sur le second slide. Voilà. Merci, Barbara. La société peut rembourser les frais propres de diverses manières, pour leur montant réel sur base de pièces justificatives ou sur une base forfaitaire. Deux possibilités, soit selon des normes sérieuses ou en fonction d'autres critères. Sur base de normes sérieuses, on peut référer au régime administratif applicable aux fonctionnaires. Par exemple, on a évoqué l'indemnité kilométrique. On a aussi des indemnités pour les frais de séjour, les frais de voyage en Belgique et à l'étranger. On peut référer donc à ce qui est applicable. Il y a des circulaires qui reprennent régulièrement les montants qui peuvent être octroyés en l'espèce. Les normes sérieuses, c'est également ce qu'on obtient sur base d'une décision du service des décisions anticipées, qui couvre en général et même très souvent les mêmes, je dirais, les mêmes catégories de frais. Donc, ce sont souvent un bureau à domicile, des frais de séjour, des frais de voiture et des frais liés à des connexions Internet. Je vais laisser faire. Ouais. Point très important, est assez récent. Aujourd'hui, on demande que ces frais propres qui sont remboursés aux salariés et aux dirigeants d'entreprise figurent sur des fiches individuelles. Donc, les fiches 280.10 pour les salariés, les fiches 280.20 pour les dirigeants d'entreprise.
il est important de préciser quel type de remboursement est effectué. Est-ce que c'est sur base des pièces justificatives? Est-ce que c'est sur base de normes sérieuses? Ou est-ce sur base d'autres critères? Il faut mentionner sur la fiche le montant précis, exact, payé au cours de l'année. Dans le passé, il suffisait parfois de mettre une mention oui, on rembourse des frais, c'était suffisant. Aujourd'hui, important de bien mettre le montant et le type de remboursement. À défaut, la société peut s'exposer à une amende administrative, à une taxation en commission secrète ou bien tout simplement à la non-déductibilité des frais remboursés. Suivant la catégorie du personnel, le service des décisions anticipées autorise des indemnités de frais mensuels forfaitaires. On a mentionné déjà le type de frais. On a donné ici quelques exemples de décisions récentes avec les montants qui sont repris selon des catégories. Bon, les catégories vont effectivement varier en fonction des sociétés. Bon, si on prend la catégorie 1, en général, c'est vraiment le top management de la société. Vous voyez des montants de 270 à 325 euros. Aujourd'hui, comparativement aux pratiques où dans le temps on pouvait obtenir des accords avec l'administration fiscale, les montants sont quand même plafonnés, on ne peut plus obtenir n'importe quel montant. Mais cette pratique constante, et on l'a dit au début de l'exposé sur cette piste, il faut une documentation solide et en général, ça passe justement par une décision qu'on obtient auprès du service de ruling. Vous pouvez même voir sur leur site, ils ont un canevas tout prêt où vous pouvez lancer une demande de remboursement de frais propres à l'employeur avec les différentes catégories de personnel et les différents montants associés à chaque catégorie. Petite parenthèse, dans l'accord de gouvernement de février, il était précisé qu'un cadre serait introduit très rapidement pour les frais propres à l'employeur. Aujourd'hui, on n'a encore rien vu, je dirais, dans les projets de législation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONSS, donc l'administration de sécurité sociale, a elle aussi des montants qu'elle accorde ou qu'elle peut voir accordés par des sociétés en exemption de cotisation de sécurité sociale. Certains montants se recoupent avec les montants qui sont obtenus, notamment via le service des décisions anticipées, mais on n'a pas nécessairement, je dirais, les mêmes montants et ça donne lieu parfois à des discussions, surtout dans le cadre d'audit social. Voilà. Barbara, je te cède pas la parole parce que je me rends compte que c'est également moi qui vais couvrir ce sujet. Donc, autre piste pour un package salarial attractif, c'est les rémunérations sous forme de droits d'auteur. De quoi parle-t-on? En fait, on parle de droits qui sont associés à l'exploitation d'une œuvre, donc une œuvre protégée par le droit d'auteur. En fait, c'est une œuvre qui résulte des efforts intellectuels ou artistiques de son créateur, qui porte son empreinte personnelle, c'est le caractère original de l'œuvre, et qui est coulé dans une forme concrète, c'est la matérialisation. Alors nous avons un nouveau régime fiscal depuis fin 2022. Certains se souviendront de toute la saga dans le cénacle du Parlement autour des logiciels. Est-ce qu'un logiciel est une œuvre littéraire ou artistique? Si on s'en réfère, je dirais, aux documents juridiques, un logiciel étant effectivement une œuvre littéraire. Donc, par le biais, je dirais, d'amendements législatifs et un peu de sémantique, le législateur, surtout sous l'impulsion de l'ancien ministre des Finances, a exclu, je dirais, les logiciels. On en reparlera tout à l'heure. Vous verrez que les logiciels vont revenir par la fenêtre. Ce nouveau régime donc, ne s'applique qu'aux revenus provenant de l'exploitation d'œuvres littéraires ou artistiques. À ce régime sont couplées toute une série de limites.
des limites anciennes qui sont juste une limite liée, je dirais, au montant maximal qu'on peut octroyer annuellement. Une autre limite plus récente, mais qui était déjà en filigrane dans, je dirais, des décisions du service du ruling, c'était que s'il y a aussi une prestation, le montant total des droits d'auteur éligibles devait être limité à 30%, doit être limité, pardon, à 30% de la rémunération totale. Et alors une autre limite qui est plutôt, qui vient éclairer un peu le caractère plutôt irrégulier des revenus de droits d'auteur, en tout cas c'était l'intention du législateur, c'est que sur une base annuelle de 4 ans, on pouvait pas non plus, on ne peut pas dépasser donc le plafond des 73 000 euros. Ici, nous avons le régime fiscal et sécurité sociale. En gros, pas de cotisation de sécurité sociale si on respecte certaines conditions. Le régime fiscal, bien entendu, est assez avantageux. Les revenus de droit d'auteur sont considérés comme des revenus mobiliers jusqu'au montant annuel limite et sont taxés à 15%. Et sur le revenu, avant la taxation, on peut appliquer un forfait de frais professionnels. Dans, je dirais, les intentions du législateur, ce forfait devrait disparaître. Donc là, on devrait avoir un alourdissement, je dirais, de la taxation, mais les taux ne changent pas. Un petit exemple, je dirais, de rémunération payée sous forme de droit d'auteur. Ici, en l'occurrence, on a pris un développeur, donc peut-être rappeler que aujourd'hui, un développeur de logiciel ne qualifie plus depuis 2022 au titre des revenus de droit d'auteur. C'est l'intention du législateur de mettre fin à cette discrimination, je dirais, entre les professions numériques et les autres professions. Donc, c'est un exemple, disons, prospectif. Peut-être aussi important justement au niveau des développeurs, il y a une présomption pour les développeurs qui sont sous un contrat de travail. Euh, il y a une présomption de cession des droits d'auteur à l'employeur. Donc, les sociétés informatiques qui souhaitent appliquer, je dirais, cette forme de rémunération il faut renoncer à cette présomption légale de cession. On voit ici tout l'intérêt d'avoir une partie de rémunération sous forme de revenus de droit d'auteur. Je veux dire, à rémunération coût égal, on obtient quand même une différence intéressante au niveau, je dirais, du net. Oui, peut-être pour clôturer donc, sur les rémunérations de droit d'auteur. Euh, En général, ça passe par une demande aussi auprès du service des décisions anticipées. Donc, on peut, avec le projet de loi qui, on espère, sera voté avant fin d'année, on peut attendre une recrudescence des demandes pour l'application de droits d'auteur dans, je dirais, les sociétés informatiques principalement. Autre sujet d'importance, c'est tout ce qui concerne, je dirais, l'equity. Si je peux avoir le slide. Donc, l'equity, c'est quoi? C'est soit l'attribution d'actions par la société, soit la possibilité d'acquérir des actions de la société à prix réduit, ou soit on a aussi la possibilité de donner des options sur action. L'avantage de l'equity, c'est de fidéliser les employés à la société et c'est également de pouvoir partager la valeur créée. Premier élément, donc les actions gratuites. Donc on voit ça dans de nombreuses sociétés. En général, le cadre, c'est de prévoir une période de vesting, une période de blocage. Donc pendant cette période de vesting,
rien ne se passe. Donc, on n'est pas encore, je dirais, propriétaire des actions. C'est uniquement à la date de vesting. Alors là, bah, les sociétés peuvent prévoir juste une question de temps. Il faut toujours être employé à la date de vesting pour recevoir les actions. Ou on peut prévoir également des performances, hein, des conditions de performance individuelles ou liées aux résultats de la société. Mais c'est au moment, en tout cas, du vesting que l'attribution des actions se fait et c'est à ce moment-là qu'il y a un moment imposable. Donc, dans l'hypothèse d'action gratuite, c'est la valeur de l'action au jour de l'attribution qui va servir de base imposable. Cette base est également assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Il y a une possibilité, sur base d'une circulaire, d'avoir une réduction si, au moment du vesting et après le vesting, on a encore une période d'indisponibilité de moins de 2 ans. Ça ne peut pas être, en tout cas, volontaire, ça ne peut pas être lié, je dirais, à la volonté du salarié ou du dirigeant. Petite chose, comme on n'est pas propriétaire des actions pendant la période de vesting, si ces actions donnent droit à des dividendes, les dividendes qui seraient en quelque sorte octroyés, les montants vont constituer de la rémunération imposable. Les options sur actions, ben, c'est aussi, on pourrait faire un cours d'histoire du droit fiscal. C'est vraiment une matière tout à fait intéressante, même pour les historiens ou pour tous les quidam. Qu'est-ce que c'est une option? Bah, c'est le droit d'acquérir, je dirais, une quantité déterminée d'actions pour un prix déterminé et à une date déterminée. Ici aussi, en général, vous avez une période de vesting qui peuvent être liées à la présence de l'individu au moment de la date du vesting ou aussi liées à des conditions de performance. Nous avons une loi de 99 qui est toujours d'application. On est un des seuls pays où on a la possibilité de choisir l'imposition sur ces options sur actions. Si on applique la loi de 99, en fait, on choisit une taxation au moment de l'octroi donc des options. Et pour ce faire, il y a tout un formalisme. Il faut accepter de manière écrite dans les 60 jours qui suivent l'offre. Et dans ce cas de figure, on a une imposition sur une base forfaitaire, donc qui est assez intéressante. Ça part de 18% avec 1% qu'on doit ajouter par année au-delà de la période de 5 ans. Et si on choisit une taxation au moment, je dirais, de l'exercice, au moment de la levée des options, alors là, on n'est plus dans le cadre de la loi de 99, mais alors on est dans les principes, je dirais, généraux, et en fait, on fait une acquisition, en quelque sorte, d'actions à prix réduit. Et donc, la base imposable sera la différence entre la valeur des actions au moment de la levée et le prix d'exercice que le salarié et le dirigeant doit payer pour acquérir donc, cette action. Petit point intéressant, quand on est sous le couvert de la loi de 99, il n'y a pas de cotisation de sécurité sociale. Et si on choisit une imposition au moment de la levée des options, au moment de l'exercice, par contre, l'avantage imposable est soumis aux cotisations de sécurité sociale. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de mentionner toutes les questions qui se posent quand on est en présence de mobilité internationale, donc de personnes qui reçoivent des options quand elles sont dans un pays, et puis même au moment du vesting, elles sont dans un autre pays, et puis au moment de l'exercice, elles sont encore dans un autre pays. Donc il y a toute une série de questions, je dirais, assez intéressantes à se poser. Et on peut, je dirais, consulter des commentaires au CDE. La Belgique a émis aussi des commentaires dans une circulaire de 2005. Donc, on peut s'y référer.
Donc, les actions à prix réduit, on vient de le couvrir en couvrant, je dirais, les deux éléments précédents. Donc, je rappelle, l'acquisition à prix réduit, l'avantage de toute nature, ce sera la différence entre le prix du marché et le prix d'achat au jour de l'acquisition, je dirais, des actions. Voilà, on va passer au point suivant, les alternatives à une prime en cash ou donc à un bonus en cash. On a d'abord une question pour Lita. Donc la prime bénéficiaire qui l'emporte. Ça bouge encore un petit peu. Donc, on va donc s'intéresser ici à trois alternatives à une prime en cash qui sont les warrants, la CCT 90 et la prime bénéficiaire. Donc, on va commencer par les warrants. Donc, un warrant, c'est un produit financier émis par une institution financière sur un sous-jacent et il octroie à son détenteur la possibilité d'acheter une quantité prédéfinie du sous-jacent jusqu'à une certaine date et à un certain prix déterminé. Donc, les warrants vont présenter les mêmes caractéristiques que les options sur action dont on vient de parler. Et on va donc appliquer les principes de la loi de 99. Donc, comment ça se passe en pratique? Le jour précédant l'offre, l'employeur achète les warrants. Ensuite, le jour de l'offre, l'employé peut les accepter. Et ensuite, l'employé a les possibilités de les vendre en temps réel dès le jour de l'offre. L'impôt va être prélevé via le payroll et il sera prélevé au 60e jour après l'offre, c'est-à-dire dans 2 mois après. Et là, on retrouve une référence à la loi de 1999 qui prévoit aussi donc, une imposition des options sur actions quand elles sont acceptées dans les 60 jours qui suivent l'offre. Donc, ce qui est intéressant au niveau des warrants, c'est que comme les stock options, ils ne sont pas soumis à ONSS. Donc, ça veut dire que aussi bien l'employé que l'employeur ne vont pas payer de sécurité sociale sur ces montants. Il n'y a pas d'optimisation par contre au niveau fiscal, donc ce sont les taux progressifs qui vont s'appliquer avec bien souvent un taux marginal de 53,5. En plus, on va avoir l'application de la TOB, donc la taxe sur les opérations boursières. Et si une éventuelle plus-value est réalisée, elle est, en tout cas à l'heure actuelle, pas encore imposable. Ça sera évidemment dans le futur, avec la taxation des plus-values qui est prévue, s'il y aura des changements qui se produisent à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, ce qui est intéressant dans le cas des warrants, c'est qu'ils sont exonérés de l'ONSS, aussi bien pour l'employeur que pour l'employé. Et le coût salarial lié au warrant constitue un coût salarial déductible pour l'employeur. Les warrants ont l'avantage qu'ils permettent de sélectionner les bénéficiaires de la prime, là où les deux autres alternatives que l'on verra par après sont des avantages plutôt collectifs, donc, qui s'adressent à tous les travailleurs ou à un groupe défini de travailleurs. Donc, au niveau des warrants, là, c'est vrai qu'il est possible d'effectuer une sélection et
choisir à qui on attribue la prime en warrant. Il y a une limite au montant qui est attribué en warrant sur un an. On ne peut pas dépasser 20% de la rémunération annuelle brute du travailleur. Il ne s'agit pas de lui donner 50% de sa rémunération warrant, ce ne sera pas accepté. Alors, vient maintenant le bonus salarial collectif, appelé aussi avantage non récurrent lié au résultat, ou encore CCT 90, sachant que la CCT 90, c'est en fait la convention collective de travail qui a défini et mis en place ce bonus collectif. Donc, ce qui est important en matière de CCT 90, c'est la fixation d'un objectif qui doit être collectif, donc pas individuel, et qui doit être aussi transparent, mesurable et vérifiable. On retrouve, par exemple, un objectif de chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose que l'on peut rencontrer. Ou alors, on a aussi des objectifs écologiques du type consommer moins de papier ou moins de gobelets en plastique dans le bureau. Donc, il faut définir une période de référence sur laquelle l'objectif doit être rempli. La période de référence doit être de minimum 3 mois, sachant qu'on peut aller on rencontre fréquemment des périodes de référence d'une année, qui est l'année calendrier. Et donc, la prime CCT 90 doit concerner tous les travailleurs de la société ou d'un département, avec la possibilité d'exclure certains travailleurs, notamment ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté, ceux qui ont démissionné, ou encore ceux qui ont commis une faute grave. Ce qui est intéressant au niveau de l'application de la CCT 90, c'est qu'il y a un montant maximum de 4 164 € qui ne va pas être imposable. Donc, l'employé va uniquement payer des cotisations sociales à hauteur de 13,07%, mais il ne va pas payer d'impôts. Et l'employeur, de son côté, va payer une cotisation sociale spéciale de 33% et va pouvoir déduire les coûts liés à l'octroi de la CCT 90. Au-delà de la détermination de l'objectif, il y a aussi des éléments de forme assez contraignants qui doivent être respectés. Donc, la CCT 90 doit faire l'objet soit d'une convention collective de travail, dans le cas où la société a une délégation syndicale, ou d'un acte d'adhésion. Et le plan doit être déposé auprès du SPF Emploi avant la fin du tiers de la période de référence. C'est-à-dire que si on est sur une période de référence de l'objectif qui couvre l'année calendrier complète, donc du 1er janvier au 31 décembre, on va être sur un plan qui doit être soumis avant le 30 avril, soit la fin, soit un tiers de l'année. Et avant de soumettre le plan au SPF Emploi qui va l'approuver, ou émettre éventuellement des commentaires, ou dans le pire des cas le refuser, le plan doit être soumis aux travailleurs qui doivent avoir 15 jours pour formuler leurs commentaires éventuels par rapport au plan de bonus. Donc, le troisième type d'alternative à la prime en cash, c'est la prime bénéficiaire. La prime bénéficiaire, c'est un bonus qui est distribué aux travailleurs et qui est donc calculé et distribué sur base du bénéfice distribuable de la société. On distingue deux types de primes bénéficiaires. La première, c'est la prime bénéficiaire identique, c'est-à-dire qu'on a un montant qui est égal ou un pourcentage du salaire égal pour tous les travailleurs. Ça, c'est le premier type de prime. Et alors, on a une prime bénéficiaire catégorisée où on va établir des catégories en fonction, par exemple, du nombre d'années d'ancienneté ou encore du type de fonction, ou encore de la fonction des travailleurs dans la société. Ici encore, comme la CCT 90, on est sur une idée de bonus collectif, donc on va prévoir la prime bénéficiaire pour tous les travailleurs de la société. Donc, il n'est pas possible d'individualiser les primes bénéficiaires, même si en faisant une prime catégorisée, on arrive déjà à individualiser en partie, puisque si on se réfère par exemple aux fonctions, on pourra donner une prime bénéficiaire plus élevée à certaines fonctions qu'à d'autres. Il est possible d'exclure certains travailleurs, encore une fois, c'est comme pour la CCT 90, par exemple, ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté ou qui ont démissionné durant le dernier exercice comptable.
Au niveau de la forme, donc la prime bénéficiaire, en cas de prime identique, doit être établie sur base d'une décision de l'Assemblée générale des actionnaires ordinaires et extraordinaires. Quand il s'agit d'une prime catégorisée, elle doit être définie dans une convention collective de travail ou par un acte d'adhésion. Alors, la somme totale des montants de la prime bénéficiaire ne peut pas dépasser 30% du coût salarial brut total et la prime bénéficiaire ne peut pas venir remplacer un plan de bonus existant au sein de la société. Ce qui est intéressant au niveau de la prime bénéficiaire, c'est son taux de taxation. Au niveau des cotisations sociales, on est sur le même taux que les salaires et autres primes en cash, c'est-à-dire une contribution sociale pour l'employé de 13,07%. Par contre, l'employé va payer une taxe de 7%, qui est une taxe dite libératoire. Donc, libératoire, ça veut dire que le travailleur ne doit pas ensuite mentionner le paiement de la prime bénéficiaire dans sa déclaration fiscale annuelle à l'impôt des personnes physiques. Donc la taxe est payée et puis il n'y a plus de taxes additionnelles. Ça ne s'ajoute pas aux autres revenus éventuellement. Au niveau de l'employeur, comme on distribue une partie du bénéfice, on ne peut évidemment pas déduire la prime qui constitue donc une dépense non admise. Donc au niveau des chiffres, on a fait ici une comparaison entre les différents types de primes par rapport à un bonus en cash. Donc, si on part dans les 4 cas, une prime brute de 3 000 €, vous voyez qu'on est ici, selon le type de prime, à un montant net qui varie pour le plus bas, c'est-à-dire le bonus cash à 1 212 €, à 2 607 €, qui est le montant net qu'on peut obtenir dans le cadre d'une CCT 90. Attention, la CCT 90, c'est très intéressant, mais le montant est plafonné. C'est ce qu'on a vu, 4 164 € brut maximum par an, le montant étant pour l'année 2025. Au niveau des warrants et de la prime bénéficiaire, on n'a pas cette limite. Donc, le plus intéressant ici, d'un point de vue coût employeur net pour l'employé, au niveau du ratio, c'est la CCT 90, on est à 65%, et la prime bénéficiaire n'est pas loin, puisqu'on est là à 64,68%. Voilà, sur la partie sur les alternatives à la prime en cash. Je vais dire maintenant quelques mots sur les chèques repas et autres chèques. Les chèques repas, un avantage bien connu. Il y a environ 65% des employeurs belges qui proposent des chèques repas à leurs travailleurs. Ce qui est intéressant à savoir au niveau des chèques repas, c'est que le montant qui peut être payé va augmenter à partir du 1er janvier 2026. Donc là, on est pour le moment à un montant de 8 € par jour de travail presté. On va passer à un montant de 10 € par jour, sachant que les 8 € sont à l'heure actuelle donc, composés d'un montant maximal payé par l'employeur de 6,91 € et l'employé de son côté supporte un montant minimal de 1,09 €. Donc les 10 €, le passage de 8 € à 10 € va reposer sur l'employeur. Donc l'employeur va pouvoir supporter un montant maximal non plus de 6,91, mais de 8,91, là où la contribution minimale de l'employé restera à 1,09. Les chèques repas doivent être prévus contractuellement, soit via une convention collective, soit via un contrat de travail individuel. Donc voilà, je le disais, au niveau de l'évolution législative, on va passer donc de 8 à 10 € et la déductibilité fiscale dans le chef de l'employeur va passer de 2 € par chèque à 4 €. C'est intéressant à savoir aussi. Dans sa déclaration de gouvernement du mois de février, le gouvernement avait également une idée d'avoir encore une future augmentation. Et là, on passerait d'une valeur de 10 € à une valeur de 12 €. Mais là, on ne sait pas encore quand cette nouvelle disposition entrera en vigueur. Quand on parle de chèques, on peut aussi envisager les chèques culture et les chèques sport. Donc ça, ce sont des chèques qui permettent
alors travailleurs de les utiliser, aux travailleurs de les utiliser pour des activités sportives et culturelles, on ne peut pas dépasser 100 euros par an non imposables et non soumis à cotisation sociale. Dans son accord de gouvernement, le gouvernement avait également émis l'idée de supprimer toute une partie de ces chèques, donc uniquement de mettre l'accent sur les chèques repas et de supprimer les autres chèques. On n'a pas dans les slides, mais il y a aussi les éco-chèques et les chèques cadeaux. Et donc, voilà, à voir ce qui se passera dans les prochaines années par rapport à ces différents chèques. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les chèques repas. On va également maintenant passer au point budget mobilité. Donc, le budget mobilité, c'est une alternative à la voiture de société qui, jusqu'à l'heure actuelle, est un système volontaire, donc, que l'employeur peut décider de proposer à ses travailleurs qui sont éligibles à une voiture de société. Le système devrait devenir obligatoire à partir du 1er janvier 2026 pour tous les employeurs qui proposent des voitures de société. Donc, à l'heure actuelle, c'est donc un système volontaire qui permet à l'employé d'échanger sa voiture de société ou son droit à la voiture de société contre un budget mobilité qu'il va ensuite pouvoir répartir librement entre 3 piliers. Donc, ce budget mobilité s'applique à tous les travailleurs ayant droit à une voiture de société. Alors, quelle est la base du budget mobilité? En cas de voiture prise en leasing, la base du budget mobilité, c'est le coût total de la voiture sur base annuelle, appelé aussi TCO, Total Cost of Ownership. Et dans ce TCO, on trouve évidemment donc, le coût du leasing, mais également d'autres coûts du type les frais de recharge dans le cas d'une voiture électrique, l'installation de la borne de recharge, le domicile des travailleurs, ou encore les coûts des entretiens et réparations, les coûts des entretiens des voitures. Donc ça, c'est tout ce qu'on trouve dans le Total Cost of Ownership. Dans le cas où la voiture serait une voiture qui appartient à l'employeur, on va calculer le budget mobilité sur base d'un amortissement annuel de 20%. On a des limites au montant du budget mobilité, une limite minimale, une limite maximale. Donc, on est sur une limite minimale de 3 164 euros et une limite maximale de 16 875 euros. Ce sont les montants pour 2025. Et on ne peut pas non plus dépasser 20% du salaire annuel de l'employeur. Donc, une fois que le budget mobilité a été déterminé, le travailleur va pouvoir répartir cette somme entre 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'opter pour une voiture plus petite ou plus respectueuse de l'environnement. Donc, à partir de 2026, on pourra uniquement retrouver dans le pilier 1 des voitures avec 0 émission de CO2. Donc, ici, l'avantage de toute nature pour la voiture continuera à s'appliquer. C'est ce qu'on voyait en début de présentation. Donc, on a un avantage de toute nature qui va être calculé et comptabilisé dans le payroll. Sur cet avantage de toute nature, le travailleur paiera des cotisations sociales et des impôts. Non, il ne paiera pas, pardon, de cotisations sociales, mais il paiera des impôts. Mais évidemment, l'idée, c'est d'avoir échangé sa voiture de société contre une voiture de société plus petite qui permet de dégager encore un montant de budget pour ensuite la louer dans les piliers 2 et 3. On reviendra sur le pilier 2 juste après, mais donc un mot ici sur le pilier 3. Donc le pilier 3, c'est ce qui va rester en cash une fois que l'année est écoulée et que le travailleur n'a pas utilisé tout son budget mobilité. Donc, une fois par an, en fin d'année, le solde va être payé en cash. Et donc là, le taux qui va s'appliquer est un taux spécial de 38,07%. Donc, on est en dessous, évidemment, des taux de la combinaison d'un taux de sécurité sociale de 13,07 et d'un taux marginal de 50%. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que le travailleur ne va pas pouvoir directement opter pour le pilier 3. Donc, il va devoir d'abord faire son choix entre pilier 1 et pilier 2, et ce n'est qu'en fin d'année,
que le pilier 3 sera payé. Alors, en ce qui concerne le pilier 2, c'est là qu'on va retrouver le choix pour des méthodes de transport alternatifs et durables. On va penser à des options de mobilité douce, comme des véhicules 100% électriques de moins de 45 km/h, des abonnements pour des transports publics, train, tram, métrobus, aussi bien en Belgique que dans l'espace économique européen, des solutions de véhicules partagés pour maximum 30 jours par an. Le travailleur peut aussi opter pour un vélo de société via le budget de mobilité et pour l'indemnité kilométrique de 0,36 € par kilomètre parcouru entre le domicile et le travail avec son vélo. Le travailleur peut aussi opter pour une allocation piétonne dans le cas où il se rendrait à pied à son lieu de travail. Et enfin, le dernier point du pilier 2, c'est un point qu'en général les travailleurs aiment bien. C'est la possibilité de se faire rembourser ses frais de logement, donc soit son loyer, soit son emprunt, pour la maison d'habitation, à partir du moment où le travailleur habite à moins de 10 km à vol d'oiseau de son lieu de travail habituel. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que le montant qui va être remboursé va être totalement net d'impôts et de sécurité sociale. Donc, c'est pour ça qu'un grand nombre de travailleurs maintenant optent pour le budget mobilité, certainement donc ceux qui vivent à moins de 10 km de leur lieu de travail. On peut combiner cette indemnité de remboursement de frais de logement avec une politique de télétravail. À partir du moment où il y a du télétravail qui est effectué pour plus de 60%, on peut considérer que le lieu de télétravail est le lieu de travail habituel. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune discussion sur les kilomètres, puisque le travailleur travaille chez lui. La distance de 10 km est certainement, la condition de la distance de 10 km est certainement remplie. Donc, au niveau de la déductibilité pour l'employeur, hormis la voiture du pilier 1, les autres éléments du budget mobilité sont complètement déductibles pour l'employeur. Donc, je le disais, le budget mobilité va devenir obligatoire, en principe à partir du 1er janvier 2026. Et donc, il est sûr qu'il reste beaucoup de temps aux employeurs pour se mettre en ordre pour ceux qui ne le proposeraient pas encore. Un petit mot sur le plan cafétéria, donc on appelle aussi FlexPlan. Donc ça, c'est une rémunération flexible qui permet à l'employé d'allouer une partie de son salaire à divers avantages personnalisés. Donc là, on va aller très loin dans la personnalisation de la rémunération. Et le travailleur va avoir la possibilité vraiment de choisir entre un très grand nombre d'avantages, d'assurance, de jours de congé additionnels, etc., en fonction de ses propres besoins. Peut-être que quelqu'un qui a des enfants préférera plus de jours de congé, là où quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur préférera utiliser le budget de son plan cafétéria pour un nouvel ordinateur. Donc, ce qui est traditionnellement alloué dans le plan cafétéria, c'est la prime de fin d'année. Et on peut aussi y retrouver les bonus et primes qui sont versés pendant l'année et qui donc sont proposés via le plan cafétéria. Donc, pour gérer les plans cafétéria, en général, les employeurs doivent faire appel à un secrétariat social pour pouvoir mettre à disposition des travailleurs un outil qui leur permettra de gérer leur plan cafétéria. En fonction du type d'avantage qui va être choisi par le travailleur, on va avoir un traitement fiscal et social différent. Donc, on voit par exemple qu'un travailleur peut opter pour des assurances complémentaires via son plan cafétéria. Si ça, c'est le cas, ces types d'assurances ne sont pas soumis, par exemple, aux cotisations sociales et à l'impôt. Donc, je le disais, le plan cafétéria permet aussi d'opter pour des jours de congés payés supplémentaires en sacrifiant, entre guillemets, une partie de sa prime de fin d'année ou de ses bonus, ce
qui est intéressant, évidemment, c'est qu'une prime de fin d'année sans optimisation est très fortement taxée. On est sur les 13,07 plus 53,5 qu'on voyait en début de webinaire. Si on prend des jours de congé, on va être sur une taxation comme sur le salaire qui est moins élevée. Donc, voilà, il y a possibilité de prévoir également des équipements informatiques, comme je disais, de remboursement des dépenses de working. Donc là, c'est vraiment, on va très loin dans la personnalisation des avantages. Et puis, l'employeur n'est évidemment pas obligé de proposer l'entièreté des avantages. C'est un choix qui peut être fait. Voilà, donc je pense que nous arrivons à la fin de la présentation. Il y a encore une petite question ITA. Eh bien, merci à tous, en tout cas, pour votre attention. On vous laisse finir de répondre aux questions. Voilà, je remercie Barbara pour l'investissement et le temps de parole assez élevé quand même. J'ai appris beaucoup, en tout cas. Certains ont posé des questions. On n'a pas pu donner une réponse immédiate, mais on fera un suivi, je dirais, sur les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. L'idée de ce webinaire, c'était d'épingler certaines rémunérations alternatives. On n'a pas voulu être complètement exhaustif. On aurait eu besoin de plus de temps. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut suivre en tout cas l'évolution législative. On l'a mentionné au travers de notre exposé. On devrait avoir un nouveau cadre pour les frais propres. On devrait avoir des changements au niveau des droits d'auteur. On a des changements au niveau des chèques repas. On a des changements au niveau du budget mobilité. Il y a des limites aussi qui vont arriver, je pense notamment aux avantages de toute nature qui font partie, je dirais, d'un package d'un salarié, mais c'est aussi valable pour les dirigeants d'entreprise. Donc, il faut suivre, donc il faut faire une veille juridique. Vous pouvez compter sur nous pour faire cette veille juridique. Si vous êtes inscrit à nos newsletters ou à nos news flash, vous recevrez les informations en temps utile. En tout état de cause, nous restons à votre disposition après ce webinaire pour toutes les questions que vous pourriez avoir ou les sujets qui sont les sujets qu'on a évoqués ou d'autres sujets. Nous serions ravis de pouvoir vous assister. Voilà, merci encore à vous et nous vous souhaitons une bonne continuation de journée. Merci Barbara. Merci Luc.